Bonsoir. Je déclare ouverte la séance du conseil municipal du mercredi 3 mars. Je vous dois d'abord quelques précisions sur le report du conseil municipal qui était prévu la semaine dernière. J'étais cas contact, puis testé positif la semaine 7. Donc j'ai préféré, même si j'étais en forme, d'orientation budgétaire. Merci de votre compréhension. Donc, désignation du secrétaire de séance, Adélaïde Darras comme secrétaire de séance. De David Chambon pour Pierre Chauvet pour Sabrina Lambert. De Marina Luciani Ripetti d'arriver en cours de séance. Et Bernard Rennes pour Claude. Approbation du 2021. Qui est contre. Remercie. Maire de Nice pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle en faveur des sinistrés de la tempête. Y a-t-il des questions? Oui. Vous m'entendez là? Oui. Oui, oui. Bonsoir à toutes et tous. Oui, alors on commence par la 220-359. C'est simplement pour savoir si cet immeuble a un rapport ou si cette non-préhension a un rapport avec la maison médicale. Alors. « 220-359. Ah, mais c'est un droit de préemption. Excuse. Oui, oui. Ben, c'est dans le chapitre de décision du maire. Oui. C'est l'immeuble Carta. Oui. Alors, ça n'a pas de rapport avec le pôle médical, mais c'est un dentiste qui a acheté. D'accord. Donc, ça va être lié au médical. Merci. La 221-021. Alors, on n'a pas trouvé sur le cadastre la H685, peut-être qu'on a mal cherché, mais on ne l'a pas trouvé. Et 28 route de Tarascon, on ne voit pas bien ce qui appartient à la société Next City Air Programme. Est-ce que on pensait que ça avait un rapport avec le terrain granier, mais apparemment, c'est. Oui, mais non, c'est pas du bon côté. C'est pas le numéro. Donc c'est quoi? Pour moi, c'est le terrain granier. Mais on va vérifier, mais pour moi, c'est le terrain granier. Ah, donc il y aurait une erreur d'adresse et de numéro, alors, parce que c'est pas le bon numéro. Ouais. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, j'en ai d'autres. Droit de préemption encore? Non. Allez, on passe les autres ou... Pardon? On passe les autres décisions du maire? Allez, ou on passe aux décisions du maire. On passe aux décisions du maire? Oui. Alors, la 221-002, procédure de référé préventif devant le tribunal judiciaire de Tarascon en vue de la démolition du cœur d'îlot pensionnaire. Oui. Confié à Maître Kozarikian pour un montant forfaitaire pour 5 procédures. Oui. On n'est pas au courant de ça. Pouvez-nous. C'est quoi ces 5 procédures? Tu ne savais pas qu'on devait démolir le centre de l'îlot pensionnaire pour après faire... on a demandé un permis de construire qui était une instruction. Et, mais c'est qui fait les procédures? Non, mais c'est des procédures préventives. Eric? Ouais. Il s'agit de s'assurer que la démolition n'aura pas de conséquences sur les immeubles des voisins. Il y a 5 immeubles concernés. Oui, ça va.
Pas de Et c'est un expert qui va faire la Pas de procédure. souci. Alors après, j'ai juste deux questions là. Une question sur les permis de construire. Bon, au-delà des gens qui l'ont demandé, qui ne l'ont pas eu, etc. Ça fait 4 permis de construire qui sont au tribunal mis par l'État depuis le début de l'année. C'est quand même beaucoup. Si on continue comme ça, on va arriver à peu près à 24 ou 25 permis de construire en procès dans l'année 2021. Qu'est-ce que c'est qui a changé? C'est l'interprétation que l'on fait des règlements? C'est l'État qui est un petit peu tombé sur la tête? C'est quoi? Parce qu'on a eu toujours, quelquefois, des divergences avec l'État, mais pas à ce point-là. Moi, je fréquente l'urbanisme. Je vais laisser la parole à Eric après. Hein. Je fréquente l'urbanisme depuis 25 ans. Régulièrement, on a eu des permis qui ont été mis au tribunal par la préfecture. Aujourd'hui, ils sont systématiquement tous rejetés par la préfecture. Bon. Je vais laisser la parole à... On en a eu, mais c'était 3-4 par an. C'est comme ça, Michel. Tu m'écoutes pas. Si, je t'écoutais. On va écouter Eric. Oui. Alors, on avait un petit peu attaqué ce débat là, lors de la dernière séance du Conseil. Donc, on peut poursuivre. Je l'avais dit, donc, on a une approche systématique de la préfecture qui est en défaveur des personnes qui créent un logement en zone agricole, quand bien même ce seraient des exploitants agricoles, parce que tous ces individus qui ont fait ces demandes-là sont pour la plupart, en tout cas, des jeunes exploitants agricoles, donc qui peuvent légitimement y prétendre. Bon, il s'avère que on a affaire à un refus systématique de la préfecture, donc on s'est rapproché de la préfecture, on les a rencontrés, on a discuté, et maintenant on va avoir une approche un petit peu différente, un peu plus sélective encore, si tant est que ce soit possible, mais il se trouve que ça l'est, on va saisir une commission systématiquement dès lors qu'on tombera sur ce genre de cas de figure, et puis je pense que de ce fait, on aura moins, on sera beaucoup plus... Pas compris, quelle commission? Commission, la CDPNAF. Comment? La CDPNAF. Non, mais ça, c'est pas... Et oui, il faut passer par là maintenant. Si on veut construire en zone agricole, il faut en passer par là. Bon, non, écoutez, Michel. J'ai pas compris. Michel, il y a un an que tu es plus à l'urbanisme. Les choses ont ça bien fait pas- évolué. Ça fait pas longtemps. Alors va voir. Oui. Non. Va se Ah, renseigner, tu verras. La CDPNAF, elle a pas... c'est une Non, mais co- viens pas nous expliquer la loi. Oui, la c'est loi, on la bon. connaît. Je Bon, comprends voilà. pas. Non. Enfin, moi, Est-ce je qu'il y a trouve d'autres que si questions? on continue à ce rythme-là, Claude. on va à 25 procès par an et c'est pas sain. Et qui peut me Claude dire Labarre. le contraire que c'est sain? Michel Lombardo, c'est terminé. Écoute, Claude non, Labarre. non, c'est pas terminé. Si, Euh, comment J'en ai encore une. Oui, Jean-Pierre. Oui. Non, tu veux répondre quoi? Non, c'est bon. C'est bon. Alors oui, il y a la 2021-006. Requête contre l'arrêté municipal du 20 octobre 2020 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Bouygues Télécom devant le tribunal administratif de Marseille. Ouais, je peux répondre. Décision d'ester en justice et désignation de maître Gloual. Eric. Ouais, c'est une déclaration préalable qui concerne donc l'implantation d'un relais de téléphonie mobile par la société Cellnex qui gère le patrimoine infrastructure de Bouygues Télécom. Voilà, donc on a refusé d'accorder cette déclaration préalable. Voilà, et donc on est au tribunal. Il faut savoir qu'à ce jour, on est à l'attente d'une réunion de concertation avec l'opérateur pour une médiation sur le sujet. Elle était implantée où, cette antenne? Elle était proche de l'accro. Oui, mais à combien des maisons d'habitation? Oh, Et le dossier, tu le connais par cœur. Hein. Oui, je le connais par cœur, c'est justement. Mais La je voudrais distance. savoir si vous le connaissez. oh bah oui, à peu Moi, près. je le connais par cœur, oui, environ- effectivement. donc, Environ c'est pas la 200 peine. mètres. Mais Il n'a bon, pas changé le dossier hein, depuis. voilà, ce serait bien qu'on ne s'arrête pas à ce genre de détails parce que je ne suis pas allé mesurer sur place, donc je suis désolé. Non, mais attends, 50 mètres, 100 mètres, 120 mètres, Non, c'est de 2 l'ordre de- mètres, combien? C'est de l'ordre de 200 mètres. Eh bien, alors on ne va pas gagner au tribunal, je vous le dis. C'est toi qui as mis au tribunal. Hein.
Non, non, c'est pas moi. Ah si, si, si. Non, non, c'est pas vrai. Si, c'est toi qui as Non, attaqué au départ. mais il faut quand même perdre l'habitude de dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va oui. pas, c'est de la faute Mais des ça, autres. Petit à petit, tu Hein, auras pu, moi, je trouve ça un petit la peu, suite. quand même, Est-ce qu'il y a un d'autres petit peu questions? curieux. Moi, j'en ai plus. Claude Labarde. Oui, c'est sur la 2020-314. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, s'il vous plaît? C'est quoi ça? La demande préalable d'indemnisation de Mme Karboviak. C'est pareil, le dossier, vous le connaissez par cœur. Hein. Non. Donc, Mme Carboniac avait été recrutée en janvier 2020 pour une durée de 3 mois. Son contrat a été renouvelé une fois, 3 mois. Donc, vous savez comme moi que cette année, il n'y a eu absolument aucun spectacle à l'Étoile. Donc, cependant, une dernière période de 3 mois a été établie au 1er juillet au 30 septembre 2020 pour respecter les délais de prévenance. Donc, actuellement, la commune vient d'être assignée devant le tribunal administratif de Marseille. Et donc, il n'est pas de bon ton de débattre en séance publique, de plus diffuser sur les réseaux sociaux d'éléments qui font l'objet d'un mémoire en réplique avec l'aide d'avocats. On vous en dira plus quand ce sera jugé. Merci. Alors, bonsoir. Oui, Sylvie. Donc, c'est la 2021-019. C'était juste pour savoir le logement de fonction, à qui il était attribué éventuellement. À Madame la DGS. Merci. C'était dans son contrat de travail. D'accord. Ça avait d'ailleurs été dit dans la délibération. Et c'est la mairie donc qui paye le loyer. montant. Ouais. Et le montant du loyer, s'il vous plaît? Je vous le dirai en tête à tête, si vous voulez. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Sabrina Lambert, demande d'information, projet extension du réflexion du groupe scolaire de la CRO. Donc c'est suite à la demande de Claude lors du dernier conseil municipal. Bonsoir. En séance du conseil municipal du 27 janvier 2021, vous avez sollicité une présentation du projet d'extension du réfectoire du groupe scolaire de la CRO. Le projet consistera à réaliser durant l'été 2021 un agrandissement du réfectoire d'environ 80 mètres carrés, permettant la création de 75 places supplémentaires. Les objectifs attendus de cet aménagement seront les suivants. Remettre aux normes de sécurité les espaces de déambulation vers les issues de secours, retrouver un environnement plus adapté au bien-être du personnel de cantine et des enfants en minimisant les nuisances sonores, en espaçant le service de restauration dédié aux primaires de celui dédié aux maternelles. Poursuivre les actions de sensibilisation au tri sélectif et à la diminution du gaspillage alimentaire en retrouvant suffisamment d'espace utile pour aménager des zones de tri. Préparer les élèves de CM2 à la restauration scolaire servie en mode self-service au collège. Optimiser l'organisation du service de restauration dans le respect des contraintes du protocole sanitaire Covid. La concertation avec les représentants de parents d'élèves et la directrice de l'école a eu lieu en janvier dernier. Les échanges ont été constructifs et ont abouti à un accord favorable de principe à la poursuite du projet tel qu'il leur a été présenté. Actuellement, le projet est encore en phase d'étude de l'avant-projet. Les échanges sont en cours avec le cabinet d'architectes afin de finaliser les documents graphiques. Nous vous proposons de vous les présenter pour information lors de la séance du conseil municipal du mois de mai 2021. Merci. Oui, Claude. Oui, donc vous avez répondu à notre demande, mais par contre, nous sommes quand même très surpris que ce projet n'ait pas été présenté lors de la commission municipale, donc sport, vie associative, éducation, jeunesse. Votre présentation d'extension du réfectoire est quand même minimaliste. Un nombre de places et de mètres carrés seulement. Pensez-vous que 80 mètres carrés suffiront alors que ce groupe scolaire est amené à connaître un agrandissement? Vous le savez très bien, prochainement.
pour répondre à la croissance des effectifs, donc en lien avec l'installation des familles avec de jeunes enfants dans ce quartier. Les études pour l'extension de ce groupe scolaire ont-elles débuté? Oui, bien sûr que les études ont débuté. Du groupe scolaire? Oui. Non, non, non. Là, on en est à faire un réfectoire. Hein. Oui, Donc ça, c'est nous quelque disions chose qu'on va vous présenter prochainement. Donc on va quand même plus que doubler l'espace de restauration pour les enfants. Hein. Et bien sûr que lors d'une prochaine réunion, une prochaine commission où il y a les écoles dedans, on vous présentera les plans qui sont aujourd'hui en train d'être finalisés. Oui, mais Ça a été présenté aux parents d'élèves, ça a été présenté aux associations. Bon, visiblement, ça fait l'avis de tout le monde. Oui. oui. On l'a su, c'est-à-dire que quand la commission, on a mis à votre avis, la demande est venue après que la commission était passée. Oui, Alors, je Claude. voulais rajouter que dans les 80 mètres carrés, est-ce que c'est que la partie, je dirais, pour que les enfants déjeunent, ou également la partie cuisine, puisque c'était déjà un problème. Et par rapport aux études, dans votre DOB, on reviendra tout à l'heure, vous parlez que vous allez mener des études en 2021 concernant l'extension du groupe scolaire de la CRO. Donc on voulait savoir également si vous aviez débuté, étant donné qu'on est au mois de mars. Bien sûr, bien sûr. Donc Mais, aussi bon, bien pour le réfectoire que pour le groupe scolaire. Que je sache, les parents d'élèves de la CRO et les Craoulins en général ne sont pas favorables à ce qu'on fasse une extension démesurée de cette école. Donc l'extension, ce sera une classe ou deux. Donc ça suffira largement. Et il y a quand même, je vous rappelle, un projet de faire un vrai groupe scolaire à Château-Renard supplémentaire. Oui, non, mais Sur ça, on laquelle on a l'entend, hein. commencé à travailler déjà aussi. Très bien. Voilà. Pacte de gouvernance de la commune avec l'agglomération Terre de Provence. La loi engagement proximité votée en décembre 2019 intégrait dans ses objectifs celui de redéfinir les équilibres dans les relations entre les communes et leurs intercommunalités afin de redonner une véritable capacité d'action et d'initiative aux élus. À ce titre, cette loi a introduit à chaque renouvellement des instances communales et communautaires l'obligation d'un débat sur la mise en place d'un pacte de gouvernance afin de permettre aux élus de s'accorder dès le début du mandat sur le fonctionnement quotidien des EPCI. L'élaboration d'un tel pacte vise à permettre de faciliter le dialogue, la coordination et l'association ou les délégations de moyens dans le but de renforcer les liens entre l'EPCI, les communes et les maires. Ce pacte doit être adapté dans un délai de 9 mois à compter du renouvellement général des EPCI et après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de 2 mois après la transition du projet de ce pacte. Le conseil communautaire, réuni le 17 décembre dernier, a approuvé l'élaboration d'un pacte de gouvernance et a adopté le projet de pacte 6 juin. Considérant les délais restreints, il a été fait le choix, dans un premier temps, d'un pacte concis et simplifié, en intégrant néanmoins dans les dispositions une clause de revoyure. Cette clause de revoyure prévue tout au long de la vie de ce pacte permettra ainsi de compléter ce pacte au fur et à mesure des besoins. Il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le projet de pacte de gouvernance présenté. Si des questions? Oui, Madame Aubert. Oui, alors en ce qui concerne le pacte lui-même, je n'ai pas de remarques particulières à faire, puisque c'est effectivement les élus communautaires qui décident de la façon dont ils vont fonctionner. Mais j'en profite pour vous poser une question. J'ai vu que dans ce qui sera discuté demain au Conseil communautaire, et en particulier indiqué dans le cadre de l'orientation, des orientations budgétaires, il y a quelque chose qui porte sur la requalification de la zone des Iscles, avec une première tranche de travaux en 2021 qui porterait sur 700 000 euros et une deuxième tranche en 2023 de 2 600 000 euros. Alors effectivement, c'est une zone qui est vieillissante, qui s'est développée de façon assez désordonnée et qui a besoin de travaux de requalification. Alors ce que je souhaiterais, et je pense que vous pouvez m'y répondre, ou tout au moins faire un début de réponse, quels sont les éléments de requalification qui
sont retenus en premier. Et autre élément, parce que je ne sais pas exactement, en ce qui concerne la station d'épuration des Iscles, est-ce que ça rentre dans ce genre de choses ou c'est... J'ai pas compris. En ce qui concerne la station d'épuration. La station d'épuration. Voilà. Est-ce que c'est dans ce genre de travaux ou est-ce que c'est dans le cadre d'autre chose? Voilà. Oui. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Pierre Hubert qui va vous parler de la requalification des zones. Par contre, moi, en 2 secondes, je peux vous parler de ce qui concerne la station d'épuration. La station d'épuration, maintenant, c'est de la compétence de syndicats, puisqu'on a une régie, on a créé une régie, et donc c'est Jean-Pierre qui est notre délégué à la régie et qui en est même le président. Voilà, donc la zone des Iscles, aujourd'hui, la station d'épuration fonctionne. Elle fonctionne comme elle n'a jamais fonctionné depuis 10 ans. Elle a été bien remise en action et elle fonctionne bien. Bon, ça n'empêche pas qu'elle est quand même au bout du rouleau et qu'il faudra envisager, bien sûr, un jour de la requalifier ou d'en créer une autre. Hein. Mais bon, ça va être réfléchi dans un cadre global du redéploiement du Midi. Pierre Hubert. Bonjour. Alors effectivement, la zone des Iscles on a décidé de requalifier la zone des Iscles. C'est une requalification totale de la zone. Ça veut dire qu'on va reprendre voirie, réseau, trottoir, signalétique, signalisation et éclairage. Et ça va se faire sur plusieurs phases dans le cadre de l'aménagement du pôle logistique et du futur cœur de mine et du pôle transformation bio. On va échelonner pour pas avoir à refaire en fait 2 fois les mêmes travaux. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est moi. Qui est pour? Merci. Solange Ponchon, retrait de la délibération d'approbation des dispositions applicables avant le vote des budgets primitifs 2021. Par délibération numéro 2020-1202-13 FIN 07 du 2 décembre 2020, le Conseil municipal approuvait les dispositions applicables avant le vote des budgets primitifs 2021. Par cette délibération, le Conseil municipal autorisait à procéder à l'engagement, à la liquidation et au mandatement des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget principal de l'exercice précédent jusqu'au vote de ce budget pour l'exercice 2021, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales. Toutefois, par courrier du 26 janvier 2021, les services du contrôle de légalité de la sous-préfecture d'Arles ont émis une observation nous informant que les autorisations de dépenses prévues au chapitre 20, 204, 21 et 23 du budget principal ont été votées pour un montant supérieur à leurs limites respectives. En effet, par erreur, les restes à réaliser 2019 ont été comptabilisés. Conformément à la demande des services préfectoraux, il convient de procéder au retrait de la délibération relative aux dispositions applicables avant le vote des budgets primitifs 2021. Il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir retirer la délibération numéro 2020-1202-13 FIN 07 du 2 décembre 2020, approuvant les dispositions applicables avant le vote des budgets primitifs 2021. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Solange Ponchon, donc c'est la suite de dispositions applicables avant le vote des budgets primitifs en 2021. Suite au retrait de la délibération numéro 2020-1202-13 FIN 07 du 2 décembre 2020, il convient de délibérer à nouveau pour corriger l'ouverture budgétaire du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent pour la section d'investissement. Cela permettant d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif, conformément à l'article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, dans la limite des crédits ouverts ci-dessous. Par conséquent, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Contre? Abstention? Je vous remercie. Débat d'orientation budgétaire 2021.
La tenue d'un débat d'orientation budgétaire s'impose aux communes de plus de 3 500 habitants, et ce, dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. Bien que ne représentant aucun caractère décisionnel, ce débat apparaît traditionnellement comme un moment privilégié d'échange permettant au conseil municipal d'être informé sur l'évolution de la situation financière de la commune et de discuter des orientations qui préfigureront les priorités affichées d'une part dans le budget primitif de l'année et d'autre part sur les budgets à venir. Le déroulement du débat d'orientation budgétaire permettra, sur les bases des données chiffrées issues des comptes administratifs ces dernières années, d'analyser la situation financière et fiscale de la collectivité, niveau épargne, endettement, fiscalité, d'évoquer les perspectives des orientations 2021. Donc, je vais vous faire la partie internationale et nationale, et je laisserai après Solange parler plus particulièrement de Château-Renard. Le 31 mars, nous nous réunirons afin de voter notre budget pour l'année 2021. Au préalable, il nous appartient de débattre sur les orientations budgétaires. Vous avez été destinataire du rapport établi par les services, très beau rapport. J'espère que vous allez le souligner. La situation mondiale marquée par la pandémie de la Covid-19 est totalement inédite et entraîne des dépressions économiques jamais vues depuis la Seconde Guerre mondiale. À ce jour, le taux de croissance mondial chuterait de moins 4,4% en 2020 par rapport à 2019 et de 7,5% dans la zone euro. Cette prévision sera sans doute révisée au vu de l'évolution de la pandémie. Pour la France, notre économie a subi une récession massive en 2020 avec la chute du produit intérieur brut de 8,3%. La dette de notre pays se creuse largement à 117,5% du PIB en 2020. Cette dégradation des comptes publics découle bien entendu du quasi-arrêt de l'économie lors du premier confinement, ainsi que du montant estimé à 470 milliards d'euros des plans d'urgence. L'inflation devrait accélérer tout en restant à un niveau faible, avec une hausse de l'indice des prix à la consommation de 0,5 en 2021, 1% en 2022 et 1,2 en 2023. Concernant les collectivités territoriales, le rapport Cazeneuve, député chargé de l'évaluation de l'impact de la crise Covid-19 sur les finances locales, prévoit des pertes nettes de recettes, toutes collectivités confondues, de 6 milliards d'euros. Parmi les mesures d'urgence adoptées en faveur de la collectivité locale figurant dans le plan de relance, notons une garantie des ressources fiscales pour le bloc communal. Les principales mesures du PLF 2021 concernant les collectivités territoriales. Le maintien des dotations de l'État au niveau de celui de 2020 avec une dotation globale de fonctionnement. La mise en œuvre de la suppression totale intervenue en 2020 de la taxe d'habitation pour 80% des foyers sur leur résidence principale. En conclusion, la politique gouvernementale relative aux collectivités locales maintient pour 2021 un niveau de ressources similaire à 2020 et accorde des aides ponctuelles aux particuliers, aux régions et aux départements et à un degré moindre au bloc communal, communes et intercommunalités. Concernant les dotations de l'État, les annonces du PLF donnent une prévision de recettes à hauteur de, donc en ce qui concerne Château-Renard, pour une dotation globale de fonctionnement de 1 267 000, pour une dotation de solidarité urbaine de 507 000 et la dotation nationale de péréquation 260 000 €. Concernant la réforme fiscale déjà amorcée par l'État, le PLF prévoit pas de modification impactant les recettes de la ville sur l'année 2021. Toutefois, l'on peut souligner les évolutions de recettes sur les années à venir du fait de l'augmentation de la population ne se réaliseront plus avec la taxe d'habitation. L'effort de réduction du déficit public et de maîtrise des dépenses publiques selon les modalités à l'élaboration de laquelle le seront associés. La maîtrise attendue des dépenses de fonctionnement par les collectivités permettant de favoriser l'investissement. Je laisse la parole à Solange.
Alors, situation financière de la commune. L'évaluation de la réalisation 2020. L'année 2020, marquée sur le plan budgétaire et financier par la gestion sanitaire de la crise sur le territoire communal, présente un volume global de dépenses, toutes sections confondues, au 31 décembre 2020, de 37 480 000 euros pour 38 690 000 euros de recettes. Les restes à réaliser sont au 31 décembre 2020 de 3 190 000 euros en dépenses pour 4 970 000 euros en recettes. Le résultat global de l'année 2020 présente un solde positif de 2 992 000 euros. La section de fonctionnement a été fortement impactée par la gestion de la crise financière. Il est à noter que le reversement de fiscalité est en baisse par rapport à 2019, compte tenu du fait que la dotation de solidarité versée par la communauté d'agglomération a diminué en 2020 de moins 776 855 euros. Les produits des services et autres produits sont également en baisse, moins 654 638 euros par rapport à 2019, du fait notamment de la fermeture pendant le premier confinement de services municipaux comme la restauration scolaire, les équipements sportifs, mais aussi du fait de l'exonération de taxes et redevances au profit des commerçants. Concernant les dépenses de fonctionnement, on constate que les dépenses de personnel occupent 55% des dépenses réelles de fonctionnement. Une des explications réside dans la reprise sur le budget principal des agents rémunérés sur le budget annexe du parking à hauteur de 183 000 euros. Les charges financières, comme les dépenses de gestion courante, ont diminué. Cette gestion rigoureuse permet de mettre en évidence que l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement est moins rapide que celle des recettes, avec au profit d'objectifs ambitieux et réalistes du mandat. Les grands principes appliqués, une volonté affirmée d'efficience économique, une prospective financière à 6 ans, laissant à la fin du mandat une situation saine, la conciliation d'un niveau d'investissement permettant de réaliser les projets proposés avec un endettement maîtrisé. Le budget 2021 va donc être construit avec la stabilité de la fiscalité directe locale, le soutien de la ville au monde associatif, la participation à son échelle à la relance de l'activité économique des entreprises à travers un programme d'investissement dynamique. Mais c'est un budget sous contrainte. La gestion de la crise sanitaire se poursuivant sur 2021 va nous demander d'être encore plus vigilants pour relever les défis de la reprise économique. Les pertes économiques vont s'accentuer, impliquant une baisse de la dynamique entrepreneuriale sur le territoire intercommunal. L'issue de la crise est imprévisible. Ainsi, pour l'exercice 2021, compte tenu de la baisse des recettes de fonctionnement de la ville, les dépenses prévisionnelles de fonctionnement devront toujours être gérées avec rigueur, l'objectif étant de maintenir la stabilité. Donc, concernant la section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement. Alors, premièrement, les dotations reçues. L'État a annoncé un maintien des dotations reversées aux collectivités territoriales, tu l'as dit tout à l'heure. Ainsi, celles-ci devraient s'élever à un total de 2 035 637 euros. Concernant la dotation versée par l'agglomération Terre de Provence, pour l'heure, les réflexions sont en cours. 2 hypothèses se dessinent. Une première dotation de solidarité de 245 146 euros. La seconde, une dotation de 612 867 euros. La prudence étant de rigueur dans ce contexte, nous construirons le budget avec la première hypothèse. L'attribution de compensation, elle, sera identique à celle de 2020. Elle sera d'un montant de 4 767 393 euros. Concernant les produits des services et autres produits, ce poste de recette était en baisse sur 2020 à moins 15,91% par rapport à 2019. Elle s'explique en grande partie par la fermeture des services municipaux. Pour la construction budgétaire 2021,
nous prévoyons une baisse de ce poste de recettes de 3%, par rapport à 2020, bien entendu. Concernant la fiscalité, la municipalité, cette année encore, ne souhaite pas revoir les taux d'imposition de la taxe foncière bâtie et non bâtie. L'effet combiné de la baisse de la dotation de solidarité et des recettes des services fait chuter sur l'année 2020 la réalisation des recettes. À partir de ces constats et de ces prévisions à la baisse, les marges de manœuvre sont nettement réduites pour les dépenses de la section de fonctionnement. Donc les dépenses de fonctionnement, la crédibilité de notre engagement passe par la maîtrise et une gestion stricte des dépenses. La gestion des ressources humaines. La masse salariale devrait s'établir à 8 789 830 € dans le budget primitif 2021, soit une augmentation de 2% par rapport au prévisionnel 2020. Le projet de la direction des ressources humaines se tourne vers la structuration des services, le calibrage des effectifs et la sécurisation des process. L'harmonisation de la durée du temps de travail pour se mettre en conformité avec la durée légale annuelle de 1607 heures, conformément à la loi de transformation de la fonction publique, s'inscrit dans ce cadre. Donc, vous avez l'effectif de l'ensemble de la collectivité, tout budget confondu. Effectif total au 1er janvier 2021, 224 salariés. Reprise rémunération et temps de travail, donc SMIC horaire 10,25, point d'indice 4, 6860 brut. Durée effective du travail dans la commune, 35 heures par semaine à compter du 1er janvier, suite à la loi relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Vous avez un tableau de l'évolution des effectifs depuis 2019. Les axes prioritaires en matière de ressources humaines pour 2021. 1. Des actions prioritaires de formation, avec une augmentation du budget formation par rapport à l'année 2020, permettant un report sur 2021 des formations non réalisées en 2020 pour cause de Covid. Pour autant, la collectivité maintient un budget très contraint. La politique de l'emploi. La ville de Châteaurenard porte une politique de l'emploi se tournant vers l'accompagnement des jeunes vers le monde du travail. Dans ce cadre, des nouvelles embauches d'apprentis ont été récemment réalisées au sein des services municipaux. Le plan de recrutement et de mobilité 2021, l'intégration de Châteaurenard dans le dispositif Petite Ville de demain amènera la ville à recruter un chef de projet, poste subventionné à hauteur de 75%, qui aura pour mission le développement de l'attractivité du territoire, avec une attention toute particulière sur le centre-ville. Le projet de mandat décline une orientation forte en faveur de la proximité. Dans ce cadre, il est prévu le déploiement en 2021 d'une brigade verte avec le recrutement de 2 agents municipaux. En outre, le projet de mandat met l'accent sur la modernisation de l'action publique avec le recrutement d'un administrateur réseau et système. La gestion des dépenses courantes. Il conviendra cette année encore de prévoir des dépenses de protection et de nettoyage des locaux publics à hauteur de 115 000 €. La commune prévoit également de continuer son aide financière au CCAS, notamment dans le cadre de la gestion de cette épidémie. La transition écologique, pour en outre consolider la maîtrise des dépenses énergétiques avec une programmation pluriannuelle de rénovation des bâtiments municipaux. La politique foncière, la ville entend continuer ses engagements dans la lutte contre l'habitat indigne, l'animation de l'OPARU, le permis de louer. Cette année encore, la pénalité liée à la loi Solidarité Renouvellement Urbain sera prélevée par l'État à hauteur de 178 000 €. La proximité et entretien de l'espace communal. L'un des points phares du mandat étant la proximité et la propreté, la volonté municipale est de renforcer les efforts amorcés en 2020. Ainsi, il est prévu dans les dépenses de fonctionnement
d'augmenter le passage de l'association Atoll pour l'entretien des espaces verts, plus 25 000 €. À la lecture du graphique qui suit, que vous avez, le graphique 13, on constate que les réalisations de dépenses sur l'année 2020 sont en baisse. Depuis 2015, la baisse est de 4,29%. Pour les recettes, la baisse est de 10,06%. On constate ainsi l'effet Covid sur 2020 et 2021. Toutefois, avec ces prévisions budgétaires, l'effet ciseau ne se réalisera pas en 2021. Bien entendu, nous resterons très vigilants pour la suite. Concernant la section d'investissement, les recettes d'investissement sont conditionnées par l'épargne brute, les subventions et l'emprunt. Donc l'épargne brute. En finances locales, il est recommandé d'avoir un taux d'épargne brute supérieur à 5%. Sur l'année 2020, le taux d'épargne brute dégagé était de 16,55%. Comme nous venons de le voir, les contraintes financières 2021 nous obligent à estimer une épargne brute prévisionnelle à 1 863 000 €, soit un taux d'épargne brute de 10,20%, toujours au-dessus des 5%. Les subventions d'investissement. Comme cela est fait habituellement, la commune favorise les programmes d'investissement pour lesquels des subventions sont envisageables, et notamment le Fonds départemental d'action locale, le FDAL, qui sera sollicité pour obtenir le financement de projets annuels et des études d'avant-projet. En outre, les subventions auprès de la région, de l'État et des autres partenaires connus sur la ville seront également sollicitées. Enfin, dans le cadre du plan de relance, des fonds friches émanant de l'État seront sollicités pour le projet d'acquisition du quartier de la Gare. Je vais boire, sinon je n'arriverai pas au bout. L'emprunt. Le taux d'endettement par habitant est estimé au 31/12/2020 à 823,28 €. Ce taux, malgré ses variations, se situe en deçà du ratio de la strate démographique qui est de 850 € par habitant. Dans les orientations 2021, il est envisagé un emprunt de 1 million €, ce qui conduira à un taux d'endettement de 804,88 € par habitant. Les prévisions de recettes donc, sont à la baisse, compte tenu du fait que pour le moment, la prévision d'un futur CDDA ne peut être inscrite dans le budget, car nous devons d'abord finaliser le CDDA existant. Les dépenses d'investissement. L'année 2021 va être marquée par la finalisation des chantiers conséquents qui conditionnent la clôture du CDDA en cours, et la réalisation des études qui vont définir et bâtir nos projets du mandat. Les projets stratégiques transversaux qui se terminent. Donc la Covid a ralenti l'exécution des chantiers transversaux en cours. Ainsi, la finalisation de la voie verte et de la rotonde se fera sur l'année 2021. En ce qui concerne les projets fondateurs du mandat, premièrement, la politique culturelle, continuer à valoriser le site du château, maintenir le patrimoine de la ville, restaurer les tableaux de l'église Saint-Denis. Concernant la politique sportive, réaliser l'étanchéité de la toiture du gymnase Pierre de Coubertin, aménager la piste d'athlétisme et moderniser les cours de tennis, adapter le local Bienne. Concernant la politique éducative, des réponses pertinentes à la hausse des effectifs, projet du groupe scolaire au sein du quartier de la Gare. Et concernant le groupe scolaire de la Crau, Sabrina vous en a parlé tout à l'heure. Poursuivre dans les écoles le développement du plan particulier de mise en sûreté. Concernant la politique foncière et aménagement du cadre de vie, quartier Gare,
un enjeu d'envergure pour Châteaurenard, et réhabiliter, animer et embellir notre ville. Concernant la politique de développement économique, participer à la SPL du Grand Marché de Provence, réhabiliter les halles marchandes. Concernant la proximité et l'aménagement de l'espace public, aménagement des bâtiments communaux dans le cadre des exigences de sécurité du plan Vigipirate, ainsi que la voirie. Dans le cadre du budget 2021, de nouvelles APCP verront le jour afin de pluriannualiser les projets tels que les concessions avec la SPL Grand Marché de Provence, le projet des halles marchandes, la piste d'athlétisme et le projet gare. Conclusion. L'année 2021 sera marquée par des recettes en diminution et des dotations en baisse, des dépenses contenues, un maintien de l'effort d'investissement, une gestion prudente de la dette. Ainsi, les orientations budgétaires 2021 oscillent entre prudence et structuration. Toutefois, nous ferons face aux dépenses incompressibles pour lutter contre la pandémie et permettre l'efficience du fonctionnement de la ville. En parallèle, la commune entend préserver le pouvoir d'achat des Châteaurenardais en n'augmentant pas cette année encore les taux d'imposition et en soutenant l'économie locale. Malgré ces contraintes budgétaires, des projets d'investissement verront le jour pour l'amélioration des infrastructures de la ville. Des études pour le lancement des grands projets seront également effectuées afin d'évaluer au mieux les opportunités de réalisation et les coûts de fonctionnement de ces dernières. Merci Madame l'adjointe. Y a-t-il des questions? Madame Aubert. Ah. Oui. Oui. Alors bon, d'abord, je souscris à ce que tu disais, Marcel. Globalement, c'est un bon papier. Hein, qui répond bien à, merci, à ce que c'est qu'un DOB. Merci pour Mélanie. C'est bien fait, c'est bien écrit, il n'y a pas de souci. Donc bravo à celles ou ceux qui l'ont fait. Après, quand on regarde quand même plus en profondeur, on trouve quand même des motifs d'inquiétude forts. Je prendrai directement la politique du personnel. On s'aperçoit qu'il y a quand même une tendance très forte à augmenter le nombre de personnes qui travaillent à la mairie. Alors c'est assez étonnant, parce que normalement, quand on a une intercommunalité qui prend des compétences à toutes les mairies, à la limite, on peut comprendre que le nombre de personnes dans l'intercommunalité augmente, encore que. Mais on devrait avoir dans toutes les mairies le nombre de personnes qui diminue. Or, ce n'est pas du tout le cas. Hein? Et tu te rappelles bien, Marcel, que c'est quelque chose que j'ai toujours expliqué, que je t'ai toujours dit. Hein? Il faudra qu'un jour ou l'autre, le nombre de personnes qui travaillent dans les mairies baisse. Sauf que c'est tout à fait l'inverse. Et y compris à la mairie de Châteaurenard. Alors, les autres mairies, à la limite, je m'en fous. Mais celle de Châteaurenard, je ne m'en fous pas. Hein, on est passé de 203 de mémoire, là, je dois le retrouver, hein, en 2019, de 201 à 214 au 1er janvier 2021. Et j'entends dans les propos de Mme Pochon qu'il va y avoir d'autres embauches, brigade verte, un ingénieur en informatique, bon, voilà. Donc ça risque de pas s'arrêter. Je réponds de suite ou tu poses plusieurs questions? Ben, je pense que tu pourrais répondre aussi. C'est toi qui décides du mode de fonctionnement, hein, c'est pas moi. Donc, en ce qui concerne le personnel, en fait, on a donc, tu sais très bien qu'il y a 9 agents des ASVP qui étaient déjà des salariés de la commune, mais au travers d'un budget annexe, donc le budget du parking, qui sont rentrés dans la masse salariale de la commune. Donc, ce n'est pas des embauches, c'est toujours des gens qui travaillaient déjà à la mairie. Alors, c'est vrai que cette année,
et ça c'est une vraie volonté de ma part, on a intégré 4 jeunes stagiaires. Alors bien sûr que les stagiaires dans les collectivités comptent comme des embauches, même s'ils sont là qu'une partie de l'année. Il y a 4 stagiaires qui travaillent à la commune de Châteaurenard. Hein. Et on en est ravis. Et je pense que c'est quelque chose qu'on renouvellera régulièrement parce que c'est un vrai plus pour les collectivités. Alors c'est un vrai plus pour les jeunes hein, parce que bon, c'est très compliqué de trouver des stages, mais en plus ils nous amènent beaucoup dans les services où ils sont employés. Hein. Donc après, c'est vrai qu'on a annoncé des prévisions d'embauche. Alors, 2 personnes pour la brigade verte. Bon, c'était une promesse électorale et j'y tiens. L'idée, c'est quand même que la ville soit propre et qu'on ait des gens qui soient là régulièrement pour verbaliser, si nécessaire, les gens qui font des incivilités, ce que supportent très très mal les gens et nous entre autres. Hein. Donc on va embaucher, bon, vous avez compris, un porteur de projet pour Petite Ville de demain qui sera financé à 75% pendant 3 ans hein, pour l'instant. Donc ça c'est quelque chose qui va amener beaucoup à la collectivité. Et vous avez fait donc on a un vrai problème informatique dans cette mairie. Donc depuis des années on a un service informatique qui n'est pas du tout à la hauteur d'une commune comme la nôtre. Bon, vous savez très bien que de toute façon, tout ce qui est informatique, ça se développe à une vitesse grand V. Et en plus, aujourd'hui, avec les visioconférences, on est en permanence en train d'utiliser du matériel, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc, il est impératif d'embaucher un technicien supplémentaire et on en a eu l'exemple lors de la commission des finances où ça s'est très très mal passé au niveau de la visio. Hein, voilà. Donc ça, c'est un vrai besoin. Je l'assume. Bon, ça n'empêche pas que la masse salariale, c'est pas que ça. Évolue peu. Hein, elle évolue. Voilà. Si je peux compléter justement sur la masse salariale. Je n'ai pas parlé de masse salariale. Non, mais justement, on recrute 4 personnes. Il faut savoir qu'il y en a 2. Enfin, on a par ailleurs 2 personnes qui partent à la retraite. Donc on recrute 4 personnes, il y en a 2 qui partent à la retraite. Donc le coût, il est déjà plus que sur 2 personnes. Et sur ces 2, il y en a une qui est financée à 75%. Donc budgétairement... Non, mais ça, ce n'est pas pour l'éternité, 75%. Oui, ça va s'arrêter au bout de 2-3 ans. Mais Petite Ville de demain, c'est pas aussi pour l'éternité. Il faut quand même le dire, ça aussi. Michel, que c'est pour 2-3 ans. Comprenez? Il faut tout dire. De 3 ans. Marcel, il faut tout dire. 75%, mais le contrat, il est de 3 ans. Dans 3 ans, on décidera si on continue ou pas. On n'est pas engagé au-delà des 3 ans. Solange, c'est trompeur. Mais non. De dire l'État paye 75%, oui, c'est trompeur. C'est pour 2 ans. Dans 3 ans, on C'est décidera. pas vrai. 3 ans. On décidera. 3 ans, allez. Après, mais la vie de la commune, c'est pas sur 3 ans. Le contrat sera de 3 ans. Mais je sais bien. Dans le cadre je sais bien. Mais après, au bout de 3 ans, vous êtes obligé de l'embaucher. Ce que je voulais ajouter en complément, c'est que si on fait budgétairement la différence entre 2020 et 2021, l'impact sera, si l'on tient compte des 1% du glissement vieillesse, le surcoût, l'augmentation sera de 47 000 €. Voilà. Donc, écoutez, ça paraît une... Moi, j'ai l'impression que quelque part... Quand vous me parlez de ça, vous m'enfumez un peu. Non, pas du tout. Tu l'as dans les tableaux. Il y a des tableaux, hein. Non, mais c'est pas parce que c'est dans un tableau que l'histoire des 75%, j'allais y venir. C'est pas vrai. Vous le savez que c'est pas vrai. Pourquoi vous ne le mettez pas que c'est que pour 3 ans et qu'au bout de 3 ans, on est obligé de l'embaucher? C'est pour 3 ans. On l'a écrit. Non, c'est pas écrit là. Si. C'est écrit. Et le contrat sera de 3 ans. Passons à autre chose. Bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai d'autres questions, mais bien sûr. Oui, mais c'est pour ça que je voulais vous donner la priorité, vous ne l'avez pas prise. Non, mais on va alterner. Encore une question, Michel, et après on passera à Mme Aubert. Non, j'ai plus que d'une question, c'est un débat. Non. Si. C'est un débat. Avance. C'est pas une question. Avance ou j'arrête. Hein. Alors, après, je vais parler de l'emprunt. L'emprunt. On est quand même à des taux d'emprunt qu'on n'avait pas connus depuis 2015. Oui, et alors? C'est vos chiffres, hein? Oui. Bon, sauf que
la conjoncture économique de 2021, voire de 2022 et l'année qui vient, ce n'est pas la même que celle de 2015. Et d'ailleurs, si on regarde vos graphiques, par exemple sur l'épargne nette, parce qu'on parle tous de l'épargne brute, mais pour moi, l'épargne nette, elle est plus intéressante. Parce que dans l'épargne nette, on tient compte du capital de la dette. Oui. Alors que dans l'épargne brute, on n'en tient pas compte. Et quand vous faites une projection sur 2021 sur l'épargne nette, il n'y a quasiment pas d'épargne. C'est vos graphiques. Je crois que c'est de mémoire 300 000 euros ou quelque chose comme ça. Elle est négative. Oui, non, elle n'est pas négative. Oui, elle n'est pas allez, négative. oui. Vas-y. Avance. Elle est de 143 000 euros. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si je connais, c'est pas mieux votre C'est ça, papier. 53 000 euros. Si, ça non, va, elle est positive, 53 000 euros. Voilà, ouais. Exact. Et oui. Voilà. Donc, et on voit aussi que l'effet ciseau, et vous le mettez dans votre papier, il ne se produit pas en 2021. L'effet ciseau, c'est quand les dépenses vont dépasser les recettes. Mais on voit quand même que ça va s'approcher dangereusement de l'effet ciseau. C'est une tendance. Et la critique qu'on pourrait faire sur ce papier du DOP, c'est qu'en fait, il ne parle que de 2021 financièrement. Il ne parle pas de la totalité du mandat. Alors que non, en termes je parle de chiffres. Non, mais je te rappelle quand même qu'on est dans un contexte très, très particulier. Ouais. Et c'est très compliqué. On ne sait pas ce qui se passera en 2020. Oui. Et encore moins ce qui se passera en 2021. Moi, donc, je déjà, ne fais que commenter vos papiers. Hein, je veux dire, bon, que ça. Je n'ai rien inventé jusqu'à présent. Donc l'effet ciseau, tu nous as fait, lors du vote du budget cette année, tout un cinéma sur l'effet ciseau. Bon, il n'y a toujours pas d'effet ciseau. Bon, Ben, voilà. si, oui, Voilà. non. Sauf que j'ai bien Et on noté, reste je vous en vigilant. Et on va remercie. tout faire pour Et ne on pas faire reste vigilant. d'effet Et ciseau. on aura- Oui, mais sauf que les graphiques montrent que la tendance n'est pas bonne. Mais la tendance, c'est c'est pas logique. bonne nulle part, Michel. Je ne sais pas, mais Elle nulle n'est part, pas je m'en bonne fous. nulle part. C'est pas Hein qu'à Château-Renard. On Voilà. n'est pas sur une planète. Hein. On est en France et malheureusement. Oui, alors le Covid, il a quelquefois aussi bon dos. Oui. Alors j'y reviendrai juste très brièvement sur le Covid. Bon, vous dites que ça a coûté 1 million d'euros grosso modo à la commune. 1 250 En 000 disant qu'il y a 450 000 euros de recettes qui ne se sont pas effectuées. Pour être juste, il aurait fallu mettre les non-dépenses quand même là-dedans. Parce que quand on n'ouvre pas la piscine, on a des frais de fonctionnement en moins. Oui, mais on a mis des jeux d'eau à la place. Mais comment? On a mis des jeux d'eau à la place. On a fait d'autres dépenses à la place. Non, mais ce n'est pas le même prix. Vous n'allez pas me C'est dire le que même les prix. jeux d'eau à Si, 62 000 euros, C'est le ça même prix. équivalait à 3 mois de piscine avec les frais que ça engendre Bon, quand est-ce qu'il y a même. une question là? Ça amène quoi ça? Non, mais c'est un débat. C'est simplement Oui, une mais bon. remarque. Pour vous dire que... Non, mais pour vous dire que ce papier, qui est très bien encore une fois, eh ben, quelque part, je trouve que, bon... Heureusement. Il est fortement dirigé quand même Heureusement sur que tu le trouves mauvais, l'autosatisfaction. parce que- Hein. C'est un Madame peu de Aubert, est-ce que vous avez l'autosatisfaction. une question Voilà. ou des remarques? Effectivement, une série de remarques, de réflexions. La première, je vais prendre dans l'ordre du document, c'est effectivement en ce qui concerne les perspectives économiques. Vous avez parlé du rapport Cazeneuve qui faisait référence à 6 milliards d'euros concernant les collectivités. Mais quand on lit ce qu'il dit, je crois que ça peut se résumer rapidement en disant on ne sait pas où on va. Hein, je crois que c'est la chose à retenir. En ce qui concerne la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, je suis entièrement d'accord parce que c'est une chose que je dis depuis des années. Lorsqu'il a été question de le faire et au fur et à mesure de sa réalisation, c'est qu'effectivement, cette suppression de la taxe d'habitation qui va se faire dans les années à venir, là c'est 80% et on va aller rapidement vers les 100%, ça a pour conséquence de réduire très fortement la liberté d'action des communes. Parce qu'en fait, les communes sont sous le bon vouloir de l'État. Parce que si l'État, à un moment donné, considère qu'il
il y a des finances publiques nationales à rééquilibrer, eh bien, on peut aller vers une réduction. Alors, cette année, ce n'est pas le cas, compte tenu, effectivement, d'une situation économique et sanitaire très particulière. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, alors, je n'irai pas dans le sens de mon collègue qui est intervenu précédemment. La part, effectivement, des dépenses de personnel. Je sais qu'il faut tenir un budget, je sais qu'il faut faire attention. Mais je me souviens, lorsque j'étais intervenu en 2015 sur le budget de 2015, j'avais fait remarquer qu'à force de réduire la masse salariale, c'est-à-dire en fait le nombre de salariés, et de réduire les crédits qui étaient alloués aux services pour leur fonctionnement, eh bien on était arrivé à l'os et que ça ne serait rapidement plus tenable si on voulait pouvoir assurer des services corrects, de bons services à nos concitoyens. Alors effectivement, il y a un certain nombre de demandes qui sont nouvelles. Tout ce, vous l'avez dit, ce qui concerne l'informatique, l'informatisation est devenue très importante. La preuve, c'est que ce soir, nous faisons un conseil municipal en visio, ce qui ne se faisait pas évidemment avant. Qu'il y a la nécessité d'embaucher, par exemple, des stagiaires et d'assurer la formation des apprentis. Je pense qu'une commune se doit de donner l'exemple de son intérêt pour l'intégration des jeunes dans la collectivité. En ce qui concerne les 2 emplois pour la brigade verte, je pense qu'ils ne chômeront pas. Parce qu'effectivement, dans certains quartiers, dans certains lieux de la commune, il y a effectivement des incivilités qui sont très importantes. Et je pense qu'il serait souhaitable que les gens qui ont des chiens ne soient pas persuadés que lorsqu'ils laissent leurs chiens faire des crottes dans les plantations de la voie verte, ils font un apport écologique. Hein, parce que bon, si on fait la voie verte, il y a une partie où effectivement c'est devenu extrêmement sale. Donc je crois que nos concitoyens, pour certains, souhaitent que ces incivilités soient arrêtées. Et je pense qu'une brigade qui sera à la fois présente, qui aura une action pédagogique et d'autre part la possibilité effectivement de sévir en cas de choses graves. Je voudrais dire un mot en ce qui concerne le groupe scolaire. Donc depuis 2008, je reposais cette question du groupe scolaire. Donc je ne boude pas mon plaisir de voir que ce sera inscrit, même si, bien entendu, ce n'est qu'un début en matière d'études et que la réalisation sera un peu plus longue. Mais je suis convaincue, et je le dis, que si on a une volonté politique, il est possible de sortir le groupe scolaire avant la fin de ce mandat. Il faut qu'il y ait une véritable volonté politique. Dernier point en ce qui concerne la gare, dont vous parlez de la convention qui devra passer avec l'établissement public foncier. Je pense que vous aurez l'occasion rapidement de nous donner le plan guide concernant ces travaux de la gare, parce que ce sera un point important pour la vie de la commune. Voilà les quelques remarques que je souhaitais faire. Moi, je vais commencer à répondre par la dernière question. Donc la gare, c'est vrai qu'on y travaille ardemment et ça devrait, bon, puisqu'on a quand même des impératifs avec le centre des impôts qui devrait déménager, qui doit déménager
au 1er janvier 2024. Donc, il faut qu'on construise avant le centre des impôts. Donc, c'est quelque chose d'impératif et de rapide dans le temps. Voilà. Donc, on y travaille ardemment et bien sûr qu'en commission, il vous sera présenté. Alors, en conseil municipal, c'est peut-être un peu compliqué, mais en commission, il vous sera présenté le plan guide actuel qui est en train d'être finalisé. Hein. Donc, après, je ne sais pas, tu veux répondre sur certains points? Sur peut-être le rapport Cazeneuve, effectivement, nous avons été interrogés comme nombre de communes et nous avons fourni tous les chiffres que nous avons cités ce soir. Voilà, à sa demande. Donc, j'ose espérer que c'était de bons chiffres. Voilà. Non, il y avait... Oui, donc bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne la taxe d'habitation. Donc pendant 1 an ou 2, on n'aura absolument aucun problème, on va retoucher exactement la taxe d'habitation. Mais malheureusement, on n'aura plus la dynamique des bases qui va jouer. Et dans 5 ans, dans 10 ans, la taxe d'habitation, ce sera celle d'aujourd'hui qui sera toujours appliquée. Même s'il y a la compensation, mais la compensation ne jouera pas sur l'évolution des bases. Hein. Donc c'est un vrai problème. Sans compter que, bien sûr aussi, on n'a pas la capacité, on n'aura plus la capacité d'augmenter ou de baisser les impôts si on en a envie. En ce qui concerne, je suis ravi de vous entendre nous rejoindre en ce qui concerne la brigade verte et surtout l'emploi des jeunes. Hein. Bon, je pense qu'on est tous très attachés à l'emploi des jeunes et embaucher 4 stagiaires, c'est un vrai plus pour eux et pour nous. Donc, je le confirme, moi j'en suis très fier, hein, même si ça a un petit impact sur le budget, et même si ça inquiète beaucoup mon ami Michel, mais bon, voilà, c'est comme ça. Le groupe scolaire... Non, mais là, je ne peux pas te laisser faire dire ça. Ça ne m'inquiète pas d'embaucher les jeunes, au contraire. Moi, je vous parle de finances publiques. Je ne suis pas dans l'émotion, je vous parle de chiffres. Mais c'est les chiffres. Ne me mettez pas, mélangez pas tout. Marcel, mélange pas tout, s'il te plaît. Hein, on n'est pas à l'école primaire, là. Hein, on parle de choses qui sont sérieuses. Toutes les embauches que vous faites aujourd'hui, vous allez le traîner toute la vie. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut savoir. Les stagiaires, on les a quand on veut gérer des 3 ans de dépenses, stage. on commence par gérer... Quand on veut gérer un budget, on commence par gérer des dépenses. C'est élémentaire. Voilà. Merci. C'est tout. Et n'essayez pas de me faire passer tous les matins, pour quelqu'un qui n'a pas le cœur. dans ma voiture, N'essayez pas de me faire passer pour quelqu'un qui n'a pas le cœur à la bonne place. Merci. Hein. Alors, je suis aussi sensible que toi sur l'emploi des jeunes parce que j'en ai beaucoup à la maison. Bon. Hein, et plus que toi. Est-ce qu'il y a d'autres... Claude Labarde. Oui, alors moi j'avais 2 points à aborder. Lors de la présentation du budget en 2020, vous aviez retiré 500 000 € de l'autorisation de programme, alors que la somme elle était subventionnée à 60% par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône par rapport à la piscine. Est-ce que vous pourriez nous dire sur quel projet vous avez... Je t'ai déjà répondu 3 fois là-dessus. Non. À chaque fois qu'on parle, tu reviens dessus. Non. Ben si, ils ont été réaffectés dans le... Alors je ne sais pas exactement, mais je pense dans la gare. oui, mais vous dites, je pense. Donc, je ne sais pas, on va te le dire. Oui, on va regarder parce que j'ai pas les... Si on y revient connais sur pas le maire, toutes c'est qu'on n'a pas la réponse. Tout simplement, quand on a la réponse. On va vous la passer. Donc ça veut dire que vous avez abandonné l'aménagement. On n'a pas abandonné, on a abandonné 0 subvention. Michel était très inquiet lors du vote du budget et il nous avait dit vous ne serez pas capable d'aller rentrer les subventions. Je vous rappelle quand même que nous avons rentré cette année 5 millions de subventions et que nous avons encore 1,5 million qui sont en train de rentrer. Donc voilà. Donc t'inquiète pas, les subventions on ne les laisse pas perdre. Et on passe une grande partie de notre temps à aller en chercher d'autres. Donc, il faut pas ne vous faites pas de soucis à ce sujet. On fait tout ce qu'il faut pour aller chercher les subventions où il faut et quand il faut.
Monsieur le maire, ne vous énervez pas. on pose Je m'énerve simplement une absolument question. pas. Voilà. Pour m'énerver, il m'en faut plus que ça. Ah, non. Voilà. Alors, je continue par rapport à ça. Donc, quand je parlais de l'abandon, puisque vous m'avez coupé la parole, mais j'y reviens. Donc, vous avez abandonné donc l'aménagement des plages, donc de la piscine, et surtout de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ouais. Donc, ça veut dire que si au mois de juin la piscine elle rouvre, ces personnes-là ne pourront pas avoir accès au bassin. Vous me confirmez? Et ce sera pareil qu'il y a 2 ans. Hein. Oui, mais c'est l'avenir qui nous intéresse, monsieur le Oui, maire. oui, mais l'avenir, il n'est pas dans cette piscine-là. Alors que vous y aviez le budget, mais bon, c'est un L'avenir, il choix. n'est pas dans cette piscine-là. C'est votre choix. Je continue sur la piscine. En mars 2020, je reprends vos propos. Hein. Vous avez dit les plans sont prêts et le financement de cette structure moderne, en parlant de la piscine couverte, répond aux dernières technologies, est arrêté. Donc qu'en est-il de vos études de la piscine couverte? Est-ce que ça sera porté également par Terre de Provence Agglomération? Parce que les Château-Renardais espèrent beaucoup et il ne faudrait pas que la montagne accouche d'une souris. Bon, la montagne n'accouchera pas d'une souris, je vous le promets. On y travaille ardemment. Donc malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui, sinon j'aurais laissé la parole à David Chambon. C'est un travail de tous les jours. Actuellement, il rencontre tous les maires de Terre de Provence. Le travail est en train d'avancer et ne vous inquiétez pas, la piscine, vous allez la voir commencer à sortir de terre. En quelle année? Bien sûr, pas dans les jours qui suivent. Hein. En quelle année? Je ne sais pas. On est en début de mandat, D'accord. ça va. Laisse-nous le temps. Pas maintenant qu'on est élu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Il faut le voter. Il faut le voter. Il faut le voter. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, qui est pour? Voilà. On vote le fait que le DOM a été présenté. Que vous avez bien pris note du DOM. Oui, alors je recommence. Et qu'il y a eu débat. Qui est pour? Merci. Je vous remercie. Régis Simon, emploi permanent à temps complet d'un administrateur de réseau et système de recrutement d'un agent contractuel. Bonsoir à tous. La modernisation de l'action publique est un axe fort du projet de mandat. Pour accompagner cette transformation, il est apparu nécessaire de renforcer la direction des systèmes informatiques de télécommunications. Dans le cadre de la commune de Château-Renard, a entrepris une procédure de recrutement d'un administrateur de réseau et systèmes. La vacance de cet emploi inscrit au tableau des effectifs de la commune a donc fait l'objet d'une publication auprès du centre de gestion des Bouches-du-Rhône le 13 novembre 2020. Cette procédure n'a pas pu aboutir au recrutement d'un fonctionnaire. C'est pourquoi, conformément à l'article 332 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est proposé de procéder au recrutement d'un agent contractuel dont l'expérience professionnelle correspond au profil recherché sur le grade d'ingénieur principal territorial échelon 6 à temps complet à compter du 8 mars 2021, et ce pour une durée de 3 ans. Cet agent sera rémunéré en référence à l'indice brut 896, indice majoré 730, il bénéficiera du régime indemnitaire associé à ce grade. Il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à procéder au recrutement d'un agent contractuel pour pouvoir ce poste, autoriser la signature du contrat de travail qui en découle. Y a-t-il des questions? Oui, Claude. Oui, c'était simplement pour dire que j'espère que cette embauche va permettre de régler les problèmes qui se passent dans les écoles. Parce qu'on a beaucoup de remontées de parents qui sont inquiets du système informatique et tout ce qui est lié au PPMS. Mais j'espère aussi. On espère vivement. Je pense que on a trouvé quelqu'un qui correspond exactement à ce qu'on recherche. On espère parce qu'il est quand même recruté sur un grade d'ingénieur, donc comme un directeur des services techniques à peu près, sur le même niveau. OK. On peut voter. Qui est pour? Je vous remercie. Anissaz, modification du RICEP, création de groupe fonction directeur de pôle, abandon de la modulation du RICEP en cas d'absence. Le maire informe le conseil municipal que la délibération du 30 novembre 2016 1130-14 a institué un nouveau régime indemnitaire de référence tenant compte des fonctions, des suggestions
de l'expertise et de l'engagement professionnel au sein de la fonction publique d'État. Comme les textes le prévoient, cette délibération base ses règles d'attribution du RICEPS selon les catégories d'emploi et les groupes de fonctions auxquels appartiennent les agents de la collectivité. L'organisation générale des services ayant été modifiée, il convient de créer les nouveaux groupes de fonctions s'y rapportant. Il est ainsi proposé aux membres du conseil municipal la création d'un groupe de fonctions nommé directeur de pôle. En outre, la délibération subvisée prévoyait une modulation du régime indemnitaire du fait des absences. Ce principe avait pour effet d'encourager les agents malades potentiellement contagieux à se rendre au travail. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de la Covid-19 et suite à une analyse des arrêts maladie sur 3 ans, la collectivité propose que le régime indemnitaire soit maintenu en cas d'absence. En outre, il est proposé de réaliser une évaluation de ce dispositif dans un délai maximum de 12 mois, dans le but de contenir le taux d'absentéisme de la collectivité. La collectivité, en fonction des résultats de cette évaluation, se laisse la possibilité de revenir sur cette décision par délibération. Il est donc demandé au conseil municipal de décider de créer le groupe de fonction des directeurs de pôle en corrélation avec l'organigramme général de la collectivité à compter du 4 mars 2021, d'abandonner le principe de modulation du régime indemnitaire en fonction des absences, que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Bonsoir à tous. 2 remarques, si vous permettez, sur l'organigramme qui est proposé dans votre nouveau fonctionnement au niveau des ressources humaines. D'abord, où se trouve la direction générale adjointe? Je ne sais pas où elle est dans cet organigramme. Alors, on n'a volontairement pas mis les noms. Voilà. Ah non, mais après, on est bien d'accord. Il y a la DGS avec un nom et le DGA, le poste de DGA, et ça, il n'y a rien. Secrétariat général. Donc elle s'occupe de tout ce qui est les conseils, toute la vie du secrétariat général. Elle ne s'occupe plus, elle s'occupait jusqu'à présent de la politique de la ville. Bien sûr que si. Bien sûr que si. D'accord. Ça aurait été sympa pour la personne qui occupe le poste d'apparaître. Et quelque chose qui me tient un petit peu plus à cœur, on est bien d'accord que cet organigramme, ce sont des liens hiérarchiques que vous avez mis dans votre organigramme. Bien. Je vous rappelle quand même qu'un CCAS est un établissement public autonome, juridiquement, administrativement et financièrement. Il n'a pas à être sous l'autorité hiérarchique d'un DGS. Ah, bon. C'est dans l'organigramme, c'est positionné comme tel. On aurait pu mettre la flèche. Elle est sous l'autorité d'un président d'un conseil d'administration. C'était comme ça avant, hein? Tu n'as jamais rien dit, mais c'était comme ça. Non, mais parce qu'il n'a jamais été présenté, parce que j'aurais fait la même remarque que maintenant, parce que j'ai toujours défendu le CCAS dans son autonomie. Donc je pense qu'il n'a jamais été présenté comme tel. Ce n'est pas possible. Il n'était pas intégré. Si. Tu regarderas les anciens... Oui, moi je crois qu'il va falloir que les amis, que nous sortions tous nos papiers de notre mandat, parce que chaque fois, tout a été décidé avant ce mandat-là. C'est formidable. Je vous demanderai quand même d'apporter la correction, hein, parce que ça, ce n'est pas à être mis en place. Non. La loi préconise, répète bien qu'il est autonome, son CCAS. Merci. Nous allons passer au vote. Ouais. Non, il est autonome, mais il nous coûte quand même 750 000 € par an. Voilà. Oui, voilà. Mais quand même. Il a des subventions de la CAF, du département. Oui, mais aussi de la mairie. Oui. Est-ce qu'il y a... Vas-y, Annie. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Dans le cadre du nouveau régime indemnitaire, le RIFSEP, vous créez donc un nouveau groupe de fonctions, directeur de pôle. Oui. Toutefois, dans ce groupe de fonctions, on n'a ni montant pour l'IFSE, ni pour le CIA. Est-ce qu'il est possible de les connaître? Je n'ai pas compris. Parle bien devant le micro. Parce que... Alors, le RIFSEP, tout le monde sait que c'est donc un cumul d'indemnités, donc l'IFSE et le CIA. Est-ce qu'il est possible de connaître les montants, puisque c'est à vous de fixer le montant minimum et maximum et le plafond annuel pour le CIA? Est-ce qu'il est possible d'avoir des montants? Vous l'avez? Vous l'avez en annexe? Vous avez les plafonds. Vous avez les montants annuels maximum du CIA.
Bon, on vous l'enverra. En tout cas, l'enveloppe du CIA, et vous avez pu le lire aussi sur le DOB, varie entre 15 000 et 16 000 euros. On vote? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Marie-Laurence Anzalone, adhésion de la commune au SMAVD et désignation d'un élu titulaire et d'une déléguée suppléant au collège communal. La commune de Château-Renard a été membre du syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance jusqu'au 31 décembre 2017, date à laquelle la communauté d'agglomération Terre de Provence s'est substituée à elle pour des missions relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention contre les inondations, autrement dit la GEMAPI. Concessionnaire de la gestion du domaine public fluvial de la Basse-Durance depuis 1982, le SMAVD ouvre essentiellement dans les domaines de l'aménagement et la gestion du lit de la Durance, de l'amélioration de la sécurité et de la protection contre les crues, de la préservation et l'amélioration du patrimoine naturel et de la maîtrise des différents usages. Depuis 2010, le SMAVD est labellisé établissement public territorial de bassin, EPTB, de la Durance. La commune de Château-Renard a établi un partenariat étroit avec le SMAVD et envisage la réalisation de travaux visant à favoriser la préservation et la mise en valeur des berges de la Durance et contribuer à leur requête par les habitants. Elle souhaite donc solliciter son adhésion au syndicat. L'arrêté préfectoral portant révision statutaire du 16 décembre 2019, effectif depuis le 1er janvier 2020, prévoit la possibilité d'adhésion des communes duranciennes au SMAVD. Une délibération du conseil syndical du SMAVD doit venir approuver cette adhésion par la suite. Les communes adhérentes n'exerçant plus la compétence GEMAPI, leurs contributions ne viendront pas financer l'exercice de ces compétences. Les communes seront placées sous la carte dite générale, moyennant une contribution statutaire annuelle de 10 centimes par habitant. La représentation des communes s'effectue au travers de 3 sous-collèges qui désignent en leur sein 15 délégués. Il est proposé de procéder sous réserve à l'approbation par le conseil syndical du SMAVD de l'adhésion de notre commune et la désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant appelés à siéger au sein du sous-collège des communes supérieures à 15 000 habitants. Les candidats proposés sont, pour le poste de titulaire, Jean-Pierre Cesson, pour le poste de suppléant, Sabrina Lambert. La commission de transition écologique s'est réunie le 17 février 2021 et a examiné ce dossier. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir solliciter l'adhésion au syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance selon les statuts en vigueur tels qu'annexés à la présente délibération pour un montant de 1 626 € annuels, désigner pour siéger au SMAVD sous réserve de l'approbation par le comité syndical de l'adhésion de notre commune, délégué titulaire M. Jean-Pierre Cesson, déléguée suppléante Mme Sabrina Lambert. Y a-t-il des questions? Madame Aubert. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. C'est-à-dire que nous avons l'exemple même de ce qu'est l'intercommunalité qui nous est imposée. C'est comment faire compliqué quand avant on faisait simple. Les communes étaient directement dans le SMAVD, tandis que là, on passe par l'intermédiaire de l'intercommunalité. Les communes ne le sont plus, elles sont obligées d'être dans un collège, donc il va y avoir plusieurs collèges, les communes de plus de 15 000 habitants, les communes de moins de 15 000. Je ne comprends pas ce que cela va améliorer. Je le voterai parce que je sais que c'est une obligation qui est faite par la loi, mais c'est une fois de plus la loi qui rend compliqué ce qui avant se déroulait correctement entre communes et une structure telle que le SMAVD. On est d'accord, on est complètement d'accord, mais je pense que Château-Renard doit être représenté au titre de la commune parce que la Durance est tellement importante sur notre commune qu'on
On peut pas faire, on est obligé de participer à toutes les réunions de CSM-AVD, même si on est aussi représenté par Terre de Provence. On n'est jamais mieux représenté que par soi-même. Qui est pour? Monsieur Martel, s'il vous plaît. Oui. Nous avons des candidats à proposer également. Vous avez des candidats? Oui. Allez. Donc Sylvie Pinchina et moi-même. D'accord. Alors on fait voter. On peut voter quand même à main levée? Oui. Pas prévu les papiers. Est-ce que vous On fait voulez un vote à vote main à levée bulletin secret ou à main levée? Non. On va rester à main levée pour gagner du temps. D'accord. Donc, titulaire, suppléant ensemble ou titulaire? oui, non, tu donnes la liste. La liste, alors, Cesson, la liste de Monsieur Cesson. Qui est pour la liste de Monsieur Cesson? Et qui est pour la liste de Madame Pinchina? Donc c'est la liste de Monsieur Cesson. Qui s'abstient? Qui s'abstient, pardon. C'est la liste de Monsieur Cesson qui est retenue. Je vous remercie. Isabelle Millet, avenant à la convention d'objectifs et de financement passé avec la CAF des Bouches-du-Rhône, contrat enfant-jeunesse. On n'a pas voté l'adhésion, donc on a voté la liste, mais... Ah, il faut voter l'adhésion. Il faut Eh voter bien, l'adhésion. On te suit. Voilà. Allez, on y va. Donc pour l'adhésion au SMAVD, qui est pour? Je Ok. vous remercie. Donc Isabelle Millet. Le contrat enfance-jeunesse est une convention d'objectifs et de financement passée avec la Caisse d'allocation familiale. Le financement accordé par la CAF permet de contribuer au développement des accueils destinés aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus. Pour Château-Renard, les structures concernées par cette convention sont les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires et les structures d'accueil de la toute petite enfance telles que la crèche et le relais d'assistance maternelle intercommunale RAM. Le contrat enfance-jeunesse qui lie actuellement la commune de Château-Renard et la CAF des Bouches-du-Rhône a été validé par délibération du 31 janvier 2019 et court sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Depuis 2019, le service relais d'assistants maternels intercommunal a élargi son périmètre d'intervention en intégrant 5 nouvelles communes et a lancé en 2020 un nouveau projet de garde pour les parents en démarche d'insertion professionnelle. Pour ce faire, il a été nécessaire d'augmenter le nombre d'agents intervenant au sein du RAM, à savoir les éducatrices de jeunes enfants qui assurent l'animation de ce dispositif. Le nombre d'agents chargés du RAM, traduit en équivalent temps plein, étant un élément de calcul de la participation financière de la CAF visée dans le contrat enfance-jeunesse, il convient de signer un avenant à la convention CEJ afin de prendre en compte ces évolutions et modifications d'actions pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. La commission éducation, jeunesse, sport, vie associative s'est réunie le 16 février 2021 et a examiné ce dossier. Compte tenu de ce qui précède, il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver l'avenant à la convention d'objectifs et de financement passée avec la CAF pour la prestation de services relais assistante maternelle, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document afférent à cette décision. Avez-vous des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Fanny Mouret, location de la buvette des Tours, fixation du loyer. Alors, la commune met chaque année à disposition la buvette des Tours en vue de son exploitation. Aussi, il est proposé de fixer le montant du loyer pour la période d'exploitation de la buvette à 2 500 € pour l'année 2021. La commission Animation, Culture, Tourisme, Patrimoine a examiné ce dossier lors de sa réunion en date 18 février 2021. Il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le montant du loyer. Y a-t-il des questions? Oui, Sylvie. Oui, alors juste un commentaire au niveau de la buvette. Donc, je trouve que le choix que nous avions fait est très judicieux parce que la buvette a pris vraiment une autre ampleur. Il y a beaucoup d'animation, il y a vraiment au niveau hygiène, il y a des gros progrès. Enfin, je trouve que c'est très bien. Et je ne comprends pas pourquoi le loyer a été juste pour 1 an, parce qu'avant, on faisait une session de 3 ans. Voilà, c'était ma question. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, et je crois qu'il y avait même un article sur le journal hier, c'est qu'on a un projet
de restructuration de tout le château et tout ce qui est autour du château. Donc on va faire des contrats à l'année parce qu'il est prévu dans ce gros chantier qu'on va mener pendant plusieurs années sur le château, de repenser aussi la buvette. Oui, mais là, le chantier dont vous parlez pour le château, d'après ce que j'ai vu, c'est la mise en sécurité, c'est-à-dire que... Non. Dans ce que vous avez prévu dans le DOM et dans les projets, c'est le... Pour cette année. Oui, pour cette année. Donc, cette année, la buvette sera ouverte, il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Mais on ne sait pas ce qui se passera dans 2 ans. Oui, donc en fait, pourquoi si ça se passe dans 2 ans, pourquoi vous n'avez fait qu'1 an? Pourquoi on fait un contrat de 3 ans alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans? Parce que vous pensez que vous aurez fini toute la mise en sécurité de château, les terrassements, tout ça, d'ici 2 ans? Les études sont en cours et les budgets sont en train d'être préparés. Bon, très bien. Voilà. Merci. Mais ils sont tout à fait informés et on en a discuté. Ils sont très conscients. Voilà. Ok, merci. Et on peut voter. Qui est pour? Jean-Pierre Seisson, convention de gestion des eaux pluviales urbaines avec Terre de Provence Agglomération. La loi NOTRe du 7 août 2015 a prévu le transfert au 1er janvier 2020 de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines aux communautés d'agglomération. La mise en œuvre de cette compétence est complexe car la gestion des eaux pluviales urbaines est étroitement liée à plusieurs autres compétences. Voirie, espace vert, GEMAPI, urbanisme, et aux compétences des associations syndicales des arrosants. Un travail est en cours avec la communauté d'agglomération Terre de Provence pour clarifier la consistance de cette compétence. Ouvrage linéaire. Dans l'attente de la détermination des coûts de fonctionnement associés à des moyens humains, financiers à dégager, il est proposé de mettre en place et de signer sur le fondement des dispositions de l'article L. 5216, alinéa 7, alinéa 1 des Codes généraux des collectivités territoriales des conventions de gestion confiant provisoirement l'exercice de cette compétence aux communes pour l'année 2021. Les principales dispositions de cette convention sont les suivantes. Durée de la convention fixée à 1 an. Périmètre correspondant aux zones urbaines et à urbaniser telles que définies dans les PLU ou les projets de PLU. Dépenses de fonctionnement nécessaires à la gestion des services objet de la convention, acquittés par la commune et remboursés par la communauté d'agglomération, dans un périmètre limité d'enveloppe de 30 000 € hors taxes pour faire face aux premières dépenses d'entretien. Cette enveloppe sera, le cas échéant, complétée ultérieurement dans le cadre de la programmation budgétaire par un avenant à la convention. De nouvelles opérations d'investissement pourront également être intégrées à la convention après accord et délibération du conseil communautaire par un avenant. Il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver la mise en place de conventions de gestion provisoire pour les eaux pluviales urbaines avec les communes membres de Terre de Provence pour l'année 2021. Valider le projet de convention annexé à la présente délibération. Autoriser Monsieur le maire à signer avec la communauté d'agglomération Terre de Provence la convention de gestion proposée, ainsi tout avenant relatif à l'intégration des opérations d'investissement ayant reçu un début d'exécution avant 2020. Y a-t-il des questions? Oui. Michel. Alors, quand j'ai lu l'agenda du conseil municipal, j'ai un petit peu souri quand j'ai vu cette rubrique. Ça me fait penser, et c'est sûrement la même, celle où il y avait au départ 5 000 €. Donc nous sommes intervenus, j'ai personnellement assez râlé sur ça, vous êtes monté à 30 000 €. C'est déjà un pas. Sauf que ça coûte 90 000 €. Je ne sais rien. Si, c'est Jean-Pierre qui me l'a dit. Il vient de t'expliquer. Et donc, non, mais
Sauf que, voilà. Michel, c'est bien une convention pour un an, et avec un avenant si on amène des nouvelles factures. Et dans un an, c'est Terre de Provence qui prendra l'intégralité, ça sera même plus vu par la commune. Donc, aujourd'hui, il y a 30 000 € pour commencer, ça va très bien. Et on amène des avenants facture par facture. Pourquoi commencer par 30 000 quand on sait que ça nous coûte 90 000? Parce qu'aujourd'hui, il y avait quand même eu des discussions par rapport, il fallait enlever le syndicat des arrosants, il fallait enlever les godres, il y avait des choses qui ne rentraient pas dans le fonctionnement. Et c'est pour ça qu'il y avait quand même des discussions. Ne vous énervez pas. Voilà. Combien ça coûte? Alors, ça coûte combien? 90 000 €? Pourquoi on commence par 30 000 €? Expliquez-moi pourquoi. Michel, il est très important d'avoir l'enveloppe exacte. Alors moi, je ne sais pas, c'est peut-être 90 000, c'est peut-être 25 000. Aujourd'hui, on est la seule commune de l'Interco qui est intéressée par ça. Les autres, les 50 000, ils ne les ont même pas utilisés. Alors, il faut quand même savoir... C'est gaguesque, c'est quand même un gag. Écoute-moi jusqu'au bout. Il faut quand même savoir que si aujourd'hui on fixe 90 000 €, l'année prochaine, on ne les aura plus dans notre dotation, dotation globale, puisqu'ils vont nous l'enlever. Donc, dotation de compensation, merci. Donc, il faut absolument qu'on ait le vrai chiffre. Et l'idée de partir sur 30 000 et de rajouter 20 000 ou 30 000 si nécessaire, c'est pour coller au mieux. Oui, mais on peut le faire à l'envers. On peut partir de 90 000 et puis rendre... voilà. Moi, je ne sais pas. Hein. Au départ, c'était 5 000. On a râlé, j'ai râlé, c'est passé à 30 000. Et on me dit, c'est 90 000. Si, j'ai râlé. Oui, j'ai râlé. Mais ça, c'est pas nouveau. Oui, non, mais d'accord. Sauf que c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Non, ce n'est pas une bonne raison. La bonne raison, c'est de trouver le bon chiffre pour que dans nos dotations à vie, si on doit nous enlever 50 000, ben qu'on nous enlève que 50 000 et qu'on ne nous enlève pas 90 000 si ce n'est pas 90 000. Et là, pour passer de 30 000 à 50 000 ou 60 000, vous allez faire 25 réunions. Il ne saura pas, tu t'en fous. Mais si, quand même. Bon, vous n'en avez pas marre de perdre du temps pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Oui, Madame Aubert. Je dirais la même chose que précédemment, c'est-à-dire que là, la loi NOTRe oblige à ce que la commune transfère cette gestion des eaux pluviales urbaines à l'intercommunalité. Et la preuve que ce n'est pas quelque chose de correct, enfin d'intelligent, je ne sais pas comment le qualifier, ou d'efficace, en 2020, il y a eu une délibération en disant que c'était la commune qui était obligée de prendre en considération cet élément puisque eux n'étaient pas dans la capacité de le faire. Et en 2021, c'est la même chose. Donc ça fait partie de ces dispositions qui ont été prévues par la loi NOTRe, mais qui ne simplifient pas la vie des communes, ni d'ailleurs ni des intercommunalités, parce qu'ils sont incapables de le gérer. On peut voter, Jean-Pierre. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Marie-Laurence Sanzalone, retrait de la communauté de communes de la Vallée des Baux, Alpi CCVBA et du syndicat mixte du Vigara et de la Vallée des Baux. Par délibération numéro 2021-006 du 28 janvier 2021, le comité syndical du syndicat mixte du Vigara et de la Vallée des Baux a approuvé le principe du retrait de la communauté de communes Vallée des Baux Alpi du SMVVB à compter du 1er janvier 2021. Conformément à l'article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de chaque collectivité membre du syndicat dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur le retrait envisagé. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. La décision du retrait est subordonnée à l'accord des conseils des collectivités membres du syndicat dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver le principe de retrait de la CCVBA du SMVVB à compter du 1er janvier 2021. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Donc, je vous remercie. Éric Chauvet, modification des statuts donc du même syndicat du Vigara. Donc c'est la suite logique.
Par délibération 2021 06 et 2021-07 du 28 janvier 2021, le comité syndical du syndicat mixte du Viguera et de la Vallée des Baux a approuvé le principe de retrait de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles du SM2-VB à compter du 1er janvier 2021, suite au transfert de la compétence GEMAPI au syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer. Par délibération 2021-08 du 28 janvier 2021, le comité syndical du SM2VB a délibéré pour modifier les statuts du syndicat suite au retrait de la CCVBA. Conformément à l'article L5211-20 du Code général des collectivités territoriales, le conseil de chaque collectivité du syndicat dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils des collectivités membres du syndicat dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement. Demandez aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver la modification des statuts du SM2VB suite au retrait de la CCBA et approuver les statuts modifiés qui sont présentés en annexe. Qui est pour? Je vous remercie. Merci, la séance est terminée.